Les petites présentations, ça nous permettra de faire venir tout le monde. Du coup, bonjour à tous. Merci de vous joindre à ce webinaire aujourd'hui organisé par Xange avec aussi également Tanguy de Samy et Thomas de Welcome to the Jungle. Je vais laisser se présenter tout à l'heure. L'idée de ce webinaire aujourd'hui, donc, c'est de décrypter justement qu'est-ce qu'un bilan carbone, quelles sont les grandes étapes liées à la réalisation du bilan carbone, en partageant notamment le retour d'expérience de Welcome to the Jungle sur la question. Et également de vous présenter le programme bilan carbone que propose Xange aujourd'hui à ces entreprises, mais aussi à des entreprises extérieures. Donc, peut-être juste pour introduire, n'hésitez pas à poser des questions du coup dans le chat ou via le module de questions-réponses. Nous, on essaiera donc de regarder régulièrement pour pouvoir y répondre. Vous pouvez également nous indiquer en message privé si jamais vous avez besoin de précision. Et également, on enverra aux participants donc, le replay de ce webinaire ainsi qu'une partie du benchmark donc, qui a été réalisé par l'équipe Xange sur les outils d'audit de bilan carbone. Voilà, donc je vais passer la parole tout de suite donc, à deux intervenants qui nous font le plaisir de partager ce moment avec nous aujourd'hui. Peut-être Thomas, tu veux commencer ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Thomas. Je m'occupe des sujets RSE chez Welcome to the Jungle depuis mon arrivée, en fait. C'est-à-dire que je suis arrivé chez Welcome il y a 4 ans et demi et on a décidé à ce moment-là avec Jérémy, le cofondateur, assez rapidement de mettre en place une politique RSE, mais qui est en fait portée par des salariés bénévoles. Donc, moi, c'est pas mon rôle principal, le RSE, mais on est plusieurs dans différentes équipes à porter ces sujets. RSE, donc le bilan carbone, c'est passé par l'obtention du label B Corp. Et donc, voilà, ça fait aujourd'hui 4 ans que je travaille sur les sujets RSE chez Welcome to the Jungle. Et aujourd'hui, donc, on cherche à pérenniser ce sujet. C'est sans doute quelque chose sur lequel on va faire un recrutement à l'avenir pour avoir une personne en charge des sujets RSE. Mais aujourd'hui, c'est un sujet qui est, encore une fois, porté par des salariés chez Welcome. Ok, top. Et du coup, Tanguy ? Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Tanguy, je suis cofondateur de Samy, plutôt en charge de la partie développement et croissance de l'entreprise. Samy, on est une jeune start-up d'un peu moins de 2 ans et qui est une solution en ligne d'engagement climat pour les entreprises. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On accompagne des entreprises, PME et ETI, dans leur stratégie climat avec une solution en ligne qui permet, de mesurer son impact via notamment le bilan carbone, ça va être le focus du jour, mais également de ensuite réduire cet impact via tout un tas de leviers, via du conseil et également via un outil en ligne qui permet de suivre sa stratégie climat d'entreprise, son empreinte carbone d'une année sur l'autre. Voilà, on pourra en parler plus en détail. Tout à fait. D'ailleurs, Thomas, je pense qu'on reviendra sur le fait qu'effectivement, peut-être, ça nous permettra de préciser que c'est un peu, comment dire, c'est pas des postes vraiment encore très bien identifiés, les personnes qui sont en charge de ce sujet-là, en fait, dans les entreprises. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Et pour ma part, je vais pas être très longue, mais donc, moi, je m'occupe du Startup Success chez Xange. Xange, c'est un fonds de VC qui est basé à Paris et à Munich. On investit dans des startups technologiques, plutôt en seed série A, donc assez tôt finalement dans leur croissance. Et on a le plaisir d'avoir investi dans Welcome to the Jungle notamment, donc, qui est là avec nous aujourd'hui. Voilà pour les présentations. Du coup, je vais peut-être laisser la parole à l'expert ici sur le bilan carbone pour rappeler très rapidement qu'est-ce qu'un bilan carbone pour que tout le monde soit à l'aise avec la notion. Avec plaisir. Donc effectivement, alors l'expert, oui, mais je pense qu'il y a beaucoup plus experts que moi chez Samy. Mais effectivement, donc, qu'est-ce que c'est qu'un bilan carbone ? Le bilan carbone, c'est un outil de mesure de l'impact environnemental d'une entreprise et plus précisément, ça permet en fait à une entreprise de connaître son impact sur le changement climatique,
son rôle dans le changement climatique en mesurant les émissions de gaz à effet de serre, directes ou indirectes, qui en fait sont induites par l'activité. Et donc, c'est un outil dont on parle de plus en plus parce qu'en réalité, c'est un outil qui est très pertinent, très adéquat pour définir son impact environnemental d'entreprise. Ça existe, ça fait maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années que des entreprises petit à petit commencent à mesurer leur impact environnemental via un bilan carbone. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un outil en fait de pilotage de sa stratégie environnementale pour ensuite permettre de réduire ses émissions, réduire son impact ou d'avoir un impact positif aussi dans l'autre sens, d'éviter des émissions. Et concrètement, le bilan carbone en fait repose sur différentes méthodologies. Il y a la méthodologie bilan carbone avec un grand B et un grand C, parce qu'en réalité, le mot bilan carbone est un petit peu rentré dans le langage courant, mais à la base, ça vient en fait du nom d'une méthodologie qui a été développée en France par l'ADEME, qui est l'Agence de la transition écologique en France, et donc qui est une méthodologie qui indique en fait comment calculer le bilan carbone d'une entreprise en termes de gestion de projet déjà, et également en termes en fait vraiment de collecte de données et de calcul, comment ça se passe. Concrètement, un bilan carbone, il y a vraiment deux étapes, mais on va y rentrer un peu plus dans le détail. Il y a une phase de collecte de données dans l'entreprise, on va collecter un certain nombre d'informations, et ensuite il faut traduire en quelque sorte toutes ces données en kilos de CO2 pour comprendre les émissions de chaque pan de l'activité. Il y a une division qui est faite en plusieurs catégories du bilan carbone pour avoir en fait une vision un peu plus fine que juste évidemment voilà, votre entreprise c'est tant de tonnes de CO2. L'objectif c'est d'avoir une vision fine sur les différentes ce qu'on appelle postes d'émission, donc en fait les différentes catégories dans l'activité. Voilà, donc, on va justement peut-être aller plus en détail dans les scopes, mais avant j'avais juste une petite réflexion. C'est vrai que en fait j'ai découvert en me lançant dans le sujet que effectivement c'était déjà obligatoire pour certaines typologies d'entreprises et que ça tendrait peut-être à l'avenir à l'être aussi pour d'autres. Est-ce que tu peux nous redire pour quel type d'entreprise donc c'est obligatoire? Oui, tout à fait. Donc depuis 2012, en fait, donc c'est la loi Grenelle 2. Le bilan carbone, alors il s'appelle dans la loi le bilan GES, le bilan de gaz à effet de serre, est obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés en France et également pour les collectivités publiques de plus de 50 000 personnes. Et donc en fait, ce bilan carbone obligatoire pour ces entreprises, il est réalisé tous les 4 ans et il est sur un périmètre réduit. On va, je pense, y revenir justement sur les différents périmètres. Donc, c'est une obligation qui est pour l'instant assez légère, mais qui a permis quand même d'un petit peu impulser une dynamique auprès des grandes entreprises qui se conforment du coup à cette obligation. Merci. Du coup, on va passer peut-être à l'explication de certains scopes, parce que ce n'est pas toujours très clair quand on commence à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le bilan carbone. Oui, tout à fait. Donc effectivement, il y a cette division en fait en 3 scopes du bilan carbone, scope 1, 2 et 3, qui en fait, chaque scope va regrouper un type d'émission. C'est une catégorisation scope 1, 2, 3 qui date un peu en quelque sorte et qui en réalité, c'est en termes d'analyse des résultats, ne sera pas forcément très parlante par rapport plutôt à une analyse vraiment par catégorie d'émissions, donc par sous-catégorie en fait. Et donc si on regarde un petit peu dans les détails, quelles sont ces sous-catégories justement, dans le scope numéro 1, c'est tout ce qui est les émissions directes de gaz à effet de serre. Et donc qu'est-ce qu'on veut dire par là? Concrètement, c'est dans mon entreprise, il y a des activités qui font que des gaz à effet de serre sont émis directement. Donc, c'est par exemple tout ce qui est déplacement en fait carburant des véhicules professionnels détenus par l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle là par source mobile de combustion. Donc, dit autrement, du carburant qui brûle dans des machines qui bougent. Ça peut être dans des camionnettes, des véhicules professionnels, voilà, ça peut être plein de choses. Ensuite, ça peut être également ce qu'on appelle des sources fixes de combustion. Donc là, ça va être typiquement voilà, le chauffage au gaz, s'il y a du chauffage au gaz dans le bureau, du chauffage au fioul dans une usine. Ça, c'est des émissions directes de gaz à effet de serre.
on brûle du carburant, il y a des émissions. Et ensuite, il y a d'autres types d'émissions, pas rentrer dans tous les détails, mais en général, une catégorie qui se retrouve partout, c'est les émissions directes fugitives. Donc ça, c'est du gaz qui fuit de machines. Typiquement, la climatisation. Voilà, il y a des gaz à effet de serre dans les fluides de climatisation, les frigos aussi. Donc ça, il y a des émissions qui sont liées à ce type d'équipement. OK. Donc, le scope 2, ensuite. Le scope numéro 2, c'est vraiment centré donc, sur les émissions indirectes liées à l'énergie. Donc, très concrètement, ça va être les émissions en fait, liées à l'électricité. Quand on consomme de l'électricité, il n'y a pas d'émissions directes sur le lieu de travail ou dans le bureau, dans l'usine. En revanche, en amont de la chaîne, il y a des émissions qui sont émises par rapport aux centrales à gaz qui sont potentiellement utilisées ou pour la construction des centrales nucléaires. Donc voilà, il y a des émissions qui sont indirectes, liées à l'énergie. Et donc, c'est ça qui est calculé sur ce scope numéro 2. Il y a aussi potentiellement sur de la consommation de vapeur et de chaleur des émissions qui sont calculées. Donc, c'est un scope très restreint sur l'énergie. Et enfin, le scope 3, plus compliqué. Et le scope 3, effectivement, plus large parce que c'est tout le reste. Donc, concrètement, il s'appelle autres émissions indirectes. Et donc, ça recoupe beaucoup de choses dans une entreprise. Quand on est une entreprise de services, par exemple, ça va recouper tous les achats de services que l'entreprise effectue. Ça va recouper également les déplacements domicile-travail des collaborateurs et les déplacements professionnels. S'ils ne sont pas effectués dans des véhicules détenus par l'entreprise, auquel cas c'est du scope 1. Ça va également recouper en fait, tout ce qui est un petit peu déchets dans l'entreprise, donc les biens immobilisés, le bureau en tant que tel, quelles sont les émissions liées à sa construction. Pour une entreprise de produits, ça va inclure aussi beaucoup plus de choses sur toutes les émissions en fait, liées à la chaîne de valeur. Les achats de matières premières et d'équipements, d'emballage, tout ce qui est également fret, logistique, en amont, en aval. Et donc, au final, ça recoupe beaucoup de choses dans le bilan carbone d'une entreprise. C'est pour ça qu'en général, on considère que le scope 3, c'est entre 70 et 99% de l'empreinte carbone d'une entreprise. Donc, c'est très important de le considérer. Oui, d'ailleurs, je crois que dans l'obligation légale, en soi, il n'y a que le scope 1 et 2, puisque plus facile à réaliser. Et peut-être pour vous partager, parce que Xange a également fait son bilan carbone récemment, et notamment nous, dans notre scope 3, par exemple, on nous demande d'avoir du coup le bilan carbone de l'ensemble de nos entreprises financées. Donc, voilà, ce qui peut vous donner un aperçu de effectivement jusqu'où ça va. Donc, en fait, finalement, il y a aussi toutes les entreprises de la chaîne de valeur finalement d'un fonds d'investissement pour nous en tout cas. Merci Tanguy pour cette explication. J'ai vu que quelques personnes avaient levé la main puis l'avaient baissé. N'hésitez pas, donc si vous avez des questions, soit à les mettre dans le chat, soit effectivement à lever la main via la petite fonctionnalité sur Zoom. On n'hésitera pas à vous laisser la parole si vous avez des questions. Mais alors justement, là, on arrive dans la partie, je dirais, plus intéressante, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles une entreprise peut réaliser son bilan carbone. Donc, il y a évidemment les enjeux sociétaux qu'on connaît. Peut-être que tu veux décrire notamment, Tanguy, les 3 premiers points qui sont effectivement ceux auxquels on pense le plus rapidement. Oui, tout à fait. Sur les enjeux, il y a un premier enjeu qui est vraiment un petit peu sociétal, éthique, comme tu le dis, qui consiste en fait à faire sa part en tant qu'entreprise dans la lutte contre le changement climatique, faire sa part à son échelle, évidemment, entre une petite PME, une grande entreprise, ça ne va pas être les mêmes stratégies mises en place, le même temps nécessaire. Mais donc, c'est un vrai enjeu de société au final. Et qui va consister en fait à d'abord structurer une démarche pour définir un plan d'action et, si possible, en fait, avoir la démarche la plus ambitieuse pour réduire au maximum son empreinte carbone.
et avoir un impact positif le plus grand possible. L'autre point aussi, hein, c'est vrai que beaucoup notamment de grands groupes et de grandes entreprises voient les choses sous ce prisme-là, c'est d'évaluer le risque en fait, d'évaluer la vulnérabilité de l'entreprise par rapport au changement climatique. Donc voilà, sur des entreprises où il y a des enjeux un petit peu de production, des enjeux industriels importants par rapport à la disponibilité des ressources, par rapport à toutes les conséquences négatives du changement climatique, c'est également un enjeu très important. Mais donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait aussi d'autres enjeux finalement qui étaient, je dirais, plus liés au cœur business de l'entreprise. Donc, on voit également effectivement que faire son bilan carbone, c'est aussi finalement asseoir un certain positionnement dans l'image de la marque. Ça peut aussi être se différencier de la concurrence. Donc, par rapport à des clients, on voit maintenant dans des appels d'offres, notamment des demandes de bilan carbone pour justement comparer certains prestataires. Typiquement, pour vous donner l'exemple d'Xange, nous, donc je ne sais pas si tout le monde est familier avec le fonctionnement d'un fonds d'investissement, mais donc nous-mêmes, on a des clients donc, qui investissent chez nous pour que notre équipe réinvestisse. Et nos clients sont de plus en plus sensibles à combien finalement chaque euro investi va générer comme empreinte carbone. Donc, nous, on doit maintenant, on est de plus en plus poussé à justement faire ce bilan pour, lorsque on renouvelle des partenariats avec nos clients, eh bien, être sûr que chaque euro investi convient en termes d'empreinte carbone générée. Et donc, peut-être que c'est le moment pour Thomas de nous expliquer, vous, chez Welcome to the Jungle, et tu vas peut-être nous redire peut-être en une phrase ce que vous faites pour bien qu'on ait l'activité, du coup. Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser le bilan de votre côté? Ouais, bien sûr. Et déjà, si tu veux bien, sur le point 6, j'ai retrouvé un chiffre ce matin qui est, qu'on a publié dans un article, qui est 62% des étudiants de grandes écoles sont prêts à refuser un poste parce que l'entreprise n'a pas de démarche RSE en place. Donc, Oui, tout à fait. aujourd'hui, qu'il y a quand même ce sujet qui est ultra important dans l'aspect marque employeur qui est notre cœur de métier chez Welcome to the Jungle. Ouais, et justement pour effectivement, c'est un point qui n'est pas des moindres. On a effectivement ce besoin de sens sur les jeunes générations. Le bilan carbone peut être une première brique, en tout cas, d'une stratégie de marque employeur qui a du sens. Et effectivement, je pense que c'est d'autant plus important qu'on est aujourd'hui dans un environnement de talents assez pénurique. Et du coup, il y a de plus en plus d'enjeux finalement à avoir ce type de stratégie. Au-delà, effectivement, je le rappelle, de l'enjeu sociétal qui est très important, évidemment. Ouais. Et donc ensuite, pour répondre à ta question, donc Welcome to the Jungle, je pense que pas mal de personnes ici nous connaissent, mais Welcome to the Jungle, donc nous, on est à la fois un média qui parle du travail et de ses évolutions, mais aussi un site sur lequel les entreprises peuvent se présenter, recruter des talents. Et pourquoi est-ce que nous, on a mis en place assez tôt une stratégie RSE? Premièrement, par conviction. Je pense que ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que je pense que cette conviction-là, elle est partagée par une grande partie des salariés, par l'équipe dirigeante, par nos investisseurs, donc par la chaîne de valeur entière de Welcome to Jungle. Cette conviction, c'est quoi? C'est que le changement climatique existe, qu'il est causé par les activités humaines et qu'en tant qu'entreprise, nos activités y contribuent. Et nous, on souhaite avoir une stratégie de mitigation de cet impact en se disant comment est-ce que notre impact à nous peut être le plus faible possible. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est bien de le dire et c'est encore mieux de le mesurer. Donc, le bilan carbone, pour nous, c'est vraiment la première chose, c'est de pouvoir mesurer l'impact climatique de l'entreprise. Et donc, encore une fois, parce qu'on a la conviction que c'est très important de le faire. Il y a un second sujet qui était important chez nous, c'était l'engagement salarié, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé en interne de nos politiques RSE. Donc, pour nous, c'est aussi important d'avoir des éléments concrets en fait, pour dire voilà notre impact, voilà quelles sont les activités qui ont le plus d'impact sur les différents postes, etc. Donc, pour nous, c'était vraiment ce côté, avoir des éléments concrets à partager avec les équipes.
Et puis, le fait, encore une fois, d'avoir des éléments précis sur les différents postes de dépenses, ça permet aussi de questionner ces pratiques. Je vais vous donner un exemple. Chez Welcome, on a à peu près 45 personnes qui sont en télétravail à temps complet, 40, 45. Et il y a quelque chose qui m'a frappé dans le bilan carbone qu'on a reçu, c'est qu'on a à peu près 95% des déplacements longue distance qui sont en TGV, 5% en avion. Et l'impact carbone, c'est 95% l'avion et 5% le TGV. Donc, je crois que le chiffre n'est pas exact, mais c'était cet ordre de grandeur. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose, on va se dire, bon, ben, c'est 5% qui prennent l'avion. C'est qui? Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Quand on voit vraiment la différence de ce comportement-là, on se dit, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut challenger? Est-ce que ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut aller encore un petit peu plus loin? Et donc, l'enjeu final, finalement, c'est de réduire nos émissions. Et donc, pour ça, c'est vrai que le choix de Samy aussi nous a permis de lancer une démarche d'accompagnement pour se dire comment est-ce qu'une fois qu'on a ces chiffres-là, comment est-ce qu'on va lancer des démarches de réduction de nos émissions. Merci Thomas. Je vois qu'on a une question. Alors, je vais permettre à la personne de parler. Du coup, hop, Alexandre, est-ce que tu as le micro? Super, ouais, génial. Canon. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet événement. C'est un sujet qui m'intéressait à pas mal de titres, à titre personnel, mais également au titre de notre activité. Je rappelle rapidement, nous, on est une solution qui aide les boîtes à gérer leur actionnariat. Et en fait, on sait qu'aujourd'hui, comme ça a été dit dans l'exemple d'Xange, c'est une information aujourd'hui que les investisseurs souhaitent avoir de la part de leur société, de leur portefeuille, avoir cette information fiable concernant le bilan carbone des sociétés de leur portefeuille, notamment pour leur propre reporting auprès de leurs propres investisseurs. Et donc aujourd'hui, j'ai essayé d'un peu de naviguer dans le sujet et je me posais pas mal de questions sur au niveau les standards, les niveaux de certification qu'il existe aujourd'hui en France, au niveau européen et au niveau mondial. Ça a été mentionné que ça a été initié à partir du Grenelle de l'environnement de 2012, si j'ai bien noté. Et je me posais la question de quid aujourd'hui des standards en la matière. Est-ce que c'est un peu comme le bio où il y a un peu chacun vient avec son propre niveau de certification avec tous les différents types de bio qu'on a aujourd'hui qui sont pas forcément tous du même niveau, quoi. Donc je voulais un peu avoir la vision sur cette question des standards et des niveaux de certification qui existent aujourd'hui en matière de bilan carbone. Merci. Ouais, c'est peut-être une question pour moi. Pardon, merci Tanguy. Merci Alexandre pour cette question. Effectivement, aujourd'hui, sur le bilan carbone, il y a des méthodologies qui existent en France et à l'international. La méthodologie bilan carbone, elle existe depuis une vingtaine d'années en France. Et donc, il y a en fait une entité, qui était l'ADEME, qui est maintenant l'association bilan carbone, qui est responsable de la mise à jour de la méthodologie et en fait de la qualification des prestataires qui vont faire des bilans carbone. Donc concrètement, en fait, si en tant qu'entité, vous voulez délivrer un bilan carbone, il faut avoir suivi un certain nombre de formations et détenir une licence d'exploitation auprès de cette entité. Okay. Au niveau international, il y a une autre méthodologie, mais qui est très similaire, qui s'appelle GHG Protocol, pour Greenhouse Gas Emissions Protocol. La méthodologie en tant que telle ne nécessite pas d'être certifiée. En revanche, si vous voulez, le format ensuite de restitution, derrière, il pourra potentiellement être audité par des entreprises d'audit. Les grands groupes d'audit font aussi de l'audit bilan carbone. Donc, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Donc, il y a quand même ces garde-fous sur la méthodologie et la certification, en France en tout cas avec l'association bilan carbone, qui permet de s'assurer qu'on a effectivement un livrable qui est comparable à d'autres. Ouais. Voilà. Sur la comparaison, il y a quand même des points d'attention. Dans la méthodologie en tant que telle, il y a toujours un petit peu des arbitrages qui vont être faits, etc. Mais tout ça, si c'est indiqué de manière transparente, ça permet de comparer. Rien donc au niveau européen aujourd'hui? Au niveau européen, sur le bilan carbone, ouais. Non. Après, il y a un autre indicateur de mesure d'impact qui est lié au bilan carbone,
qui est sur en fait plutôt ce qu'on peut appeler bilan produit, en fait, ou l'impact d'un produit. Ouais. Où là, il y a un gros travail en cours au niveau de l'Europe sur justement une méthodologie commune donc, qui s'appelle PEF pour Product Environmental Footprint, qui est en cours et qui devrait aboutir d'ici 2023-2024 avec des expérimentations par pays déjà, dont la France. Top. Bah, merci beaucoup, Tanguy. Merci. Merci Alexandre. Et du coup, pour revenir sur Welcome to the Jungle, moi j'avais encore une question, c'est que tu nous as dit en introduction que justement ça avait été porté par différentes personnes. Comment finalement vous avez choisi quelle équipe allait porter ce projet finalement, comment vous êtes organisé? Oui, absolument. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu une question qui a été posée sur le chat, qui est comment est-ce qu'on fait pour que le bilan carbone ne soit pas uniquement un acte de management, mais une émulation d'équipe. Donc, ça se rejoint parce que c'est exactement ce qui s'est passé chez nous. Donc, encore une fois, on a commencé assez tôt, donc quand l'entreprise était encore assez petite chez Welcome to the Jungle. Mais ce qui est certain, c'est que ça a été dès le départ un sujet qui a dépassé les divisions d'équipe. Ça a été vraiment porté par les salariés qui avaient une conviction ou un intérêt particulier sur le sujet, mais il y en a beaucoup en fait. C'est ça, je pense que beaucoup d'entreprises seraient surprises en fait en faisant un peu un sondage ou en demandant en interne qui est intéressé par les problématiques climat, qui a envie de s'engager sur ces problématiques-là. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont envie d'ajouter un supplément de sens à leur travail, qui ont envie de faire quelque chose de concret et en plus à grande échelle, à l'échelle de l'entreprise pour la planète. Et donc, simplement, moi, je suis allé voir le management avec ces convictions-là. On a eu le feu vert pour mettre en place des politiques RSE, etc. Et ensuite, on a simplement constitué un groupe de salariés qui avaient envie de s'engager sur le sujet. L'équipe, elle a grandi jusqu'à être au plus fort une dizaine, une douzaine de personnes. Et encore une fois, ça a été vraiment un sujet porté par les salariés, encore une fois, avec le soutien qui est indispensable, évidemment, sur ces sujets-là du management, parce que quand on met en place une politique RSE, donc même au-delà du bilan carbone, hein, mais on a besoin évidemment de soutien financier, on a besoin du soutien du top management qui porte ces convictions-là devant aussi le board, les investisseurs, etc. Donc ça, c'est très important. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est venu à la base des salariés de Welcome et qui n'a jamais été un sujet porté par le management et laissé là pour que les salariés s'en occupent. C'est vraiment venu de manière organique des salariés, mais ça, je pense que c'est possible aujourd'hui dans toutes les entreprises parce que toutes les entreprises ont des personnes soit qui sont déjà engagées à titre personnel, soit qui ont envie de porter ces convictions-là, mais qui ne savent pas trop comment commencer, etc. Et si on trouve des personnes qui sont prêtes à fédérer ces gens-là et qui sont prêtes à mettre en place tous ces processus, ça se passe très très bien. C'est ce qui s'est passé chez nous. Et donc, une fois l'équipe, je dirais, faite, composée, donc il a fallu que vous commenciez finalement à mettre ça en place. Donc, peut-être en introduction, avant que tu nous racontes comment vous avez fait, nous, chez Xange, on avait effectivement l'objectif de faire ce bilan carbone, mais on avait aussi, parce que comme je vous l'ai dit en introduction, moi, je suis plutôt dans l'équipe qui s'occupe de l'accompagnement des entreprises dans notre portefeuille. Et donc, des entreprises de notre portefeuille nous ont dit, mais en fait, on ne comprend pas, il y a différentes typologies d'acteurs sur le marché, il y a des outils en ligne, des cabinets spécialisés, on peut le faire même soi-même. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Donc effectivement, on est rentré dedans et on s'est rendu compte que il y avait différentes propositions de valeur. Je crois même que Thomas, vous aviez commencé à identifier le fait de le faire tout seul au début. Oui, tout à fait. En fait, la façon dont on a commencé, ou la raison initiale pour laquelle on a commencé à s'intéresser vraiment particulièrement au sujet du bilan carbone, c'est quand on était en train de travailler sur la certification B Corp qu'on a obtenue l'an dernier. La certification B Corp demande de faire un bilan carbone, ne précise rien sur la méthodologie et en plus se concentre sur les scopes 1 et 2, donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Et quand on est une entreprise comme nous qui fait finalement du software, ou en tout cas qui produit rien dans une usine, mais en fait on s'est rendu compte que scope 1 pour nous c'était 0,
Scope 2, on avait déjà fait un peu notre travail sur l'énergie renouvelable, etc. Donc finalement, l'empreinte carbone de notre électricité au bureau, etc., c'était quasiment zéro. Et donc, en fait, une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, en fait, c'est pas possible, il doit y avoir autre chose. On prend l'avion, on prend le train, on a des bureaux, on a des serveurs, etc. Donc c'est là qu'on s'est vraiment penché sur ce sujet de Scope 3, de bilan carbone, et on a essayé de le faire une première fois nous-mêmes. Donc, à l'époque, je pense qu'il y avait moins d'acteurs sur le marché. Ça nous semblait un petit peu lourd comme processus de faire un full audit avec un cabinet, etc. Et donc, on s'est dit, on va essayer nous-mêmes de faire une estimation de notre bilan carbone. On s'est rendu compte que c'était quand même difficile de le faire tout seul. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des postes de dépenses sur lesquels il est difficile de faire soi-même les calculs si on n'a pas tous les outils à disposition, si on ne peut pas automatiser certaines choses, si on n'a pas accès aux équivalences de l'ADEME, etc. C'est quand même assez compliqué, notamment la partie sur laquelle on a beaucoup bloqué, c'est comment mesurer l'impact de nos activités numériques. Donc ça, on a trouvé ça difficile. On l'a fait tout seul une première fois l'an dernier, et cette année, on s'est dit, ça ne doit pas être assez précis, c'est pas possible, on ne peut pas le faire tout seul. Et c'est là qu'on s'est mis en recherche de quelqu'un pour nous accompagner sur le bilan de cette année. Et alors, pourquoi justement être plutôt passé par un outil tel que Samy, alors qui est à la fois, on le verra un peu après, mais hybride entre effectivement la partie accompagnement et la partie outils en ligne, plutôt qu'un cabinet conseil, par exemple? Ouais. Donc l'outil, donc nous on avait plusieurs critères en fait. C'est que déjà on avait besoin d'un processus, ce qu'on disait tout à l'heure, qui soit pas, ça nous semblait un petit peu lourd de passer par un cabinet de conseil. En revanche, on avait besoin de quelqu'un pour nous accompagner sur qui ait les bonnes méthodes de calcul, les bons outils. Donc ça, c'était vraiment la partie importante de notre benchmark. Je l'ai dit par exemple sur l'aspect activité numérique. On était un petit peu perdu, comment calculer l'impact des serveurs de notre site, l'impact de notre activité sur les réseaux sociaux, etc. Et ça, c'est vraiment, on avait vraiment besoin d'un outil pour faire ça. Et donc ça, c'est vraiment une chose à laquelle Samy pouvait répondre. On avait un deuxième sujet qui était comment est-ce qu'on pouvait engager le reste des salariés, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas forcément participé à toutes ces initiatives RSE, bilan carbone, etc. Comment est-ce qu'on peut les engager autour du sujet. Et donc, notamment, une chose qui nous plaisait chez Samy, c'est qu'il y a un questionnaire qui est envoyé aux salariés qui questionne un petit peu leurs pratiques personnelles au travail, donc les moyens de transport utilisés, la façon dont ils gèrent leur repas au travail, etc. Donc ça permettait aussi de réunir ces infos-là et de les questionner. Et nous, ensuite, ce dont on avait besoin, et ça, c'est un troisième point super important, qui nous a fait choisir une solution un peu outil, c'est que suite à l'obtention de B Corp, on voulait aller plus loin nous, sur certains sujets, donc climat notamment, et donc la réalisation d'un bilan carbone, c'était super important pour nous, mais on cherchait aussi à voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensuite pour continuer à progresser sur des points qu'on n'a pas forcément vus pendant notre certification B Corp, ou sur sur des postes de dépenses carbone qu'on n'avait pas forcément bien identifiés avant. Donc, le but, c'était de continuer à réduire nos émissions et continuer à améliorer notre stratégie climat. Et l'outil, en fait, permettait cet accompagnement-là dont on a et dont on a toujours besoin, d'ailleurs. D'accord. Et justement, peut-être Tanguy, toi, quel est ton avis alors, même si je pense que du coup, il sera peut-être un peu biaisé, mais nous, ce qu'on a vu, en tout cas, en faisant l'analyse chez Xange, c'est que chaque typologie d'acteurs qui accompagnent a évidemment ses avantages et inconvénients. Peut-être que tu peux les repasser et peut-être nous donner ton avis en même temps. Oui, avec plaisir. Effectivement, il y a un petit peu ces trois solutions maintenant sur le marché. La formation, le fait de le faire en interne, il y a un petit peu deux niveaux, même deux sous-niveaux sur le fait de le faire en interne. On peut faire déjà une première évaluation un petit peu soi-même avec un calculateur gratuit en ligne qui sera évidemment peu précise, mais bon, peut-être que déjà pour des entreprises qui sont vraiment au tout début de leur climate journey, ou de leur, en tout cas, qui sont encore très peu matures, de pouvoir commencer à avoir des chiffres. Et après, si on veut vraiment faire un bilan carbone, il y a la possibilité de se former en fait à la méthodologie en France.
Et donc, ce qui est une formation auprès de l'ADEME qui a un coût qui est tout à fait raisonnable. En revanche, qui demande beaucoup de temps, c'est environ une vingtaine d'heures de formation, et qui donne en fait les clés théoriques. Elle ne donne pas forcément les clés pratiques, même pas du tout, ce qui du coup peut être un petit peu compliqué. Donc ça, en général, le type d'entreprises qui vont choisir de le faire en interne, c'est soit des entreprises de conseil qui se disent que pourquoi pas ajouter cette brique à leur proposition de valeur, ou alors des entreprises très matures sur le sujet qui ont vraiment des équipes en interne pour le faire. La deuxième approche, cabinet de conseil, c'est l'approche en fait qui existe depuis une vingtaine d'années en France. Enfin, en France et à l'international. Donc concrètement, c'est des cabinets qui sont soit spécialisés en RSE et avec une brique environnement climat, soit vraiment des cabinets spécialisés sur le sujet du climat et du bilan carbone. L'avantage de ces solutions, c'est que c'est vraiment à la carte. Donc voilà, en termes d'accompagnement et si vous voulez, livrables, les cabinets s'adaptent. Donc voilà, que ce soit un bilan carbone complet ou une partie ou un calculateur carbone de ces prestations de services. C'est l'objectif d'un cabinet de conseil, c'est d'être flexible et d'arriver potentiellement à un niveau de précision du calcul très poussé. L'approche outil qu'on adopte en tout cas chez Samy, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais pour vous expliquer peut-être un petit peu comment on fonctionne chez Samy. L'idée, c'est vraiment d'allier un petit peu le meilleur des deux mondes entre du logiciel et du conseil, avec en termes de logiciel un outil qui est là pour déjà centraliser la donnée. Et ça, c'est vraiment très important dans tous les retours qu'on a pu collecter au fil des mois, notamment auprès des grandes entreprises, mais aussi PME, ETI, c'est que faire un bilan carbone sans outil, donc avec un fichier Excel, c'est comme ça que ça fonctionne, ça ne permet pas de centraliser la donnée, donc ça ne permet pas aussi de se comparer d'une année sur l'autre, ça ne permet pas d'être dynamique, et ça permet beaucoup moins de choses en termes de collecte de données automatisée. Avoir un outil, ça permet justement d'une part centraliser la donnée, également de simplifier ou d'automatiser une partie du process, donc sur la collecte de données notamment. Je pense qu'on va un petit peu y revenir. Et également, quand même, de combiner aussi de l'accompagnement. Alors, de l'accompagnement plateformisé, c'est-à-dire que l'idée, c'est aussi d'avoir le logiciel qui aide à la définition d'un plan d'action et à son implémentation, avec un réseau de partenaires, des tarifs sur chaque un petit peu de type de prestation, que ce soit sur les transports, sur le numérique, sur la logistique, etc. Mais aussi potentiellement du conseil un petit peu plus poussé dans l'accompagnement et dans l'implémentation. C'est souvent là, en fait, où il y a toute la valeur ajoutée de consultants qui va consister à identifier vraiment des actions propres à l'entreprise, propres à sa chaîne de valeur, propres à ses produits, qui sont impactantes, qui soient d'ailleurs soit des actions de réduction d'émissions ou des actions de réduction d'émissions des autres. C'est-à-dire que dans l'action climat, il y a évidemment, l'entreprise peut faire sa part en réduisant ses émissions, mais elle peut aussi contribuer en aidant ses clients à réduire leurs émissions, en aidant ses parties prenantes, ses partenaires, donc voilà, ses collaborateurs évidemment. Donc c'est un petit peu ça tout le panel qu'on peut imaginer sur l'accompagnement post-bilan carbone. Merci Tanguy. Et je vous ai mis dans le chat justement, nous avions fait un mini-test, alors évidemment à prendre avec des pincettes parce que chaque situation est différente, mais déjà ça peut vous aider à vous poser quelques questions clés qui vous aideront à savoir justement quel type de partenaire il vaut mieux choisir dans votre cas, parce qu'en fonction du temps que vous avez, de la complexité de votre secteur, aussi du prix que vous voulez mettre dans votre bilan carbone, il peut y avoir des arbitrages assez simples finalement qui vont vous aiguiller à choisir le bon partenaire. Si on passe sur les critères d'évaluation, je reprends mon petit cheminement, mais du coup, les entreprises de notre portefeuille, une fois qu'on les a
informée des types de prestataires qui existaient. En fait, on s'est rendu compte après, en creusant sur un type de prestataire en particulier, donc qui était plutôt les outils en ligne, avec aussi parfois de l'accompagnement tel que Samy, qu'en fait, ce n'était pas si simple que ça déjà de comprendre comment finalement les évaluer. Je ne sais pas si Thomas, toi, vous aviez mis une grille de critères en place pour choisir votre partenaire. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a plusieurs acteurs sur le marché aujourd'hui, mais finalement, c'est vrai qu'on avait, nous, encore une fois, une liste de critères assez précise et surtout, on n'a pas hésité à parler à différents outils et voilà. Et donc, on a eu un très bon fit avec Samy, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs sur le marché et ça aide d'avoir en effet un tableau, une grille de critères importants pour l'entreprise. Et voilà, on a réalisé ce benchmark comme ça. Ouais. Alors, c'est vrai que nous, on a listé certains critères qui nous paraissaient importants. Alors, certains, je pense, sont des critères qu'il faut avoir de toute façon quand vous commencez une collaboration avec un prestataire sur le bilan carbone. Et puis, d'autres critères peuvent être plutôt très liés à votre situation particulière. Donc là, je vous ai listé plutôt les critères qui nous semblaient en tout cas intéressants dans tous les cas. On va peut-être les repasser rapidement, mais donc il y a effectivement la certification du bilan, donc par l'ADEME pour les entreprises françaises notamment, les méthodes de calcul utilisées, donc bien comprendre en fait comment le prestataire calcule le bilan carbone. On va faire un petit focus après là-dessus parce que c'est quand même le cœur du réacteur. Les scopes traités également, parce que tous les prestataires ne font pas forcément tous les scopes ou en tout cas pas dans la proposition initiale pour traiter le bilan carbone. Les secteurs aussi, puisque quand vous êtes sur un secteur particulier, prendre un prestataire qui s'y connaît extrêmement bien dans ce secteur peut vous permettre d'aller beaucoup plus vite sur votre bilan. Les services additionnels proposés également. Donc, par exemple, Thomas citait tout à l'heure le fait d'être accompagné post-bilan pour définir finalement une stratégie plus globale, mais il y a aussi l'aide au financement, puisque aujourd'hui, le bilan carbone peut être financé jusqu'à 80%, il me semble, par l'ADEME. Tu m'arrêtes si je me trompe, Tanguy. On a également donc le prix, je vous disais tout à l'heure, l'expérience utilisateur. Est-ce que j'ai effectivement un outil qui me permet de mettre facilement les données à jour et de télécharger facilement mes données, ou alors est-ce que c'est plutôt un Excel dans lequel je vais devoir rentrer à la main petit à petit les infos. Donc ça, c'est aussi important. Le temps nécessaire, donc en fonction aussi du temps que vous avez en tant qu'entreprise, ça c'est important. Et également l'engagement des salariés. Donc on en a parlé tout à l'heure. Et également, moi, je voulais vraiment faire un focus sur les méthodes de calcul, puisque je pense que c'est le plus complexe à comprendre. Là-dessus, Thomas, je vais faire une petite pirouette le temps que Tanguy se reconnecte. Mais du coup, sur les méthodes de calcul, est-ce que vous avez eu du mal à comprendre, ou qu'est-ce qui était important pour vous finalement dans ces méthodes ? Ouais, alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la méthode de calcul principale, ou en tout cas ce qui permet de calculer le gros du bilan, c'est en transmettant une partie de notre fichier comptable en fait à l'outil. Donc c'est pour ça que c'était aussi hyper intéressant pour nous, parce qu'en fait c'est une manière déjà qui est fiable, pardon, mais qui est aussi assez facile. Évidemment, la seule chose qui était importante pour nous, c'est que ça se passe dans un bon cadre de traitement des données et de confidentialité. Donc, nous, on a travaillé avec nos équipes légales et Tanguy pour pouvoir transmettre les informations qui viennent du bilan comptable, donc sur lequel on a quand même les informations sur nos achats, etc. etc. Mais c'est en transmettant ces données-là, en fait, que l'outil va pouvoir calculer. Donc là, je vais un peu parler pour Tanguy, j'aimerais qu'il soit là pour confirmer, Ouais. mais en fait, l'ADEME attribue une équivalence carbone à chaque euro dépensé pour les différents postes qui sont identifiés par l'outil. Et c'est grâce à ça qu'on va avoir une première estimation du bilan carbone, qu'on va ensuite affiner avec donc, le questionnaire employé dont on a parlé tout à l'heure, et aussi avec des informations qu'on va renseigner manuellement, par exemple sur la taille des bureaux, le type de chauffage utilisé, etc. Et voilà, et c'est grâce à l'addition de ces trois méthodes qu'on va avoir
le bilan carbone tel qu'il nous est restitué, quoi. Super, ce qui nous permet effectivement de réaccueillir Tanguy sur comment dire, les méthodes plus en particulier. Effectivement, en fait, en creusant le sujet, et je vois que Sarah Ville, d'ailleurs, qui a travaillé avec moi sur ce sujet, est connectée. En fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple que ça. Donc, Tanguy, on en était effectivement les méthodes de calcul. Est-ce qu'on pourrait décrire finalement les méthodes qui existent et justement avoir ton avis aussi sur celle-ci? Oui, bien sûr. Désolé, hein, mon ordinateur a décidé de planter, mais c'est bon. Donc, sur les méthodes de calcul pour vraiment calculer le bilan carbone, en fait, on va collecter différents types de données qui vont en général déterminer la précision du calcul. Et donc, en fait, il y a deux types de données. Il y a les données d'activité, donc ça, c'est vraiment les données collectées auprès de l'entreprise. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des facteurs d'émission. Et ça, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, des facteurs qui vont permettre de traduire la donnée d'activité en données de carbone. Donc, par exemple, le facteur d'émission d'un kilowattheure d'électricité en France, c'est à peu près 50 grammes de CO2 par kilowattheure. Et donc ça, en fait, il y a un certain nombre de bases de données, de facteurs d'émission qui existent en France et international qui permettent de faire ces traductions. Concrètement, sur la donnée d'activité, la donnée d'entreprise, on peut avoir soit des données financières qui peuvent être collectées et donc qui soient collectées soit voilà, via le compte en banque, la comptabilité ou via de la saisie tout simplement. Et ensuite, il y a des données physiques. Les données financières, ça va permettre, si vous voulez, sur un certain nombre de données, de calculer l'empreinte et parfois c'est la seule solution possible. Je vous donne un exemple sur un certain nombre d'achats de services. En fait, concrètement, sans données financières, il n'y a pas moyen de calculer l'impact carbone. Et donc, au final, c'est la seule donnée disponible. Sur les données physiques, si on prend l'exemple de produits, concrètement, pour calculer l'empreinte carbone d'un produit, je vais toujours privilégier de la donnée physique. Donc, concrètement, plutôt que voilà, des achats de plastique en euros, qui sont des données financières, je vais plutôt prendre des achats en kilos, en tonnes, qui me permettent d'avoir en fait derrière un facteur de conversion plus précis. Donc, c'est pour ça qu'on va privilégier dans un certain nombre de cas des données physiques par rapport à des données financières en fonction des facteurs de conversion qu'on a à disposition pour la précision du calcul. Donc, en général, en tout cas chez Samy, il y a toujours une combinaison des deux. Donc, flux comptable et donc données financières via la comptabilité et données physiques pour arriver à un calcul qui soit précis, mais quand même avoir en fait un équilibre pour pas que ça devienne une usine à gaz. Parce que en fait, voilà, on pourrait, si on veut le bilan carbone le plus précis possible, on pourrait faire qu'avec des et donc plutôt que des achats de courses dans l'entreprise, par exemple, qu'on peut traduire en CO2 avec des facteurs financiers, en fait, on va regarder concrètement produit par produit dans les courses réalisées par l'entreprise pour le bureau sur, je ne sais pas, les fruits et légumes, le papier toilette, etc. Donc, on pourrait vraiment rentrer en fait dans le détail le plus poussé possible. Mais l'objectif aussi d'un bilan carbone, c'est pas que ça devienne une usine à gaz et donc d'avoir toujours un équilibre entre précision et simplicité de la collecte. Et peut-être pour donner un exemple, moi, ce qui m'avait frappé sur des prestataires justement qui utilisent beaucoup le calcul monétaire, du coup, donc c'est que en fait, si vous voulez, par exemple, si vous achetez un billet d'avion pour faire Paris-New York à 200 € et que vous payez la même chose pour un Paris-Nice, eh bien, en fait, ça fera exactement le même montant de CO2, alors qu'en réalité, on a bien conscience que ce n'est pas le même nombre de kilomètres. Donc, c'est pourquoi c'est évidemment extrêmement important de ne pas avoir juste une seule méthode de calcul, mais évidemment d'avoir une combinaison de plusieurs pour faire en sorte que ce soit le plus précis possible et à la fois effectivement le moins du coup chronophage possible, comme tu le disais tout à l'heure, Tanguy. C'est ça. Et peut-être juste pour rebondir là-dessus, en fait, la donnée financière, elle va être utilisée en général pour des
petit pourcentage en fait, du bilan carbone. Donc évidemment, sur certains postes d'émission, si ça représente que 0,001% du bilan carbone, ça ne sert à rien d'aller dans la précision la plus fine. L'idée, c'est justement de plutôt utiliser des données physiques quand on parle de gros postes d'émission. Donc, la dernière partie, peut-être, en fait, finalement, combien de temps ça prend concrètement dans une entreprise? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être, Thomas, tu peux nous raconter, vous, comment finalement, c'est quoi les grandes étapes par lesquelles vous êtes passé et comment vous les avez gérées en interne? Oui, tout à fait. Donc concrètement, une fois qu'on a entamé ce choix de travailler avec Samy, donc on a eu une première, réunion sur l'onboarding, en fait, qui nous expliquait les données à collecter, les différentes étapes du bilan carbone. Donc, le départ de ça, c'est pour nous de renseigner les différentes données sur l'outil, donc qui sont les données, c'est ce qu'on voyait juste avant, hein, mais qui va être sur, encore une fois, la taille de nos bureaux, le chauffage, les déplacements, etc. La transmission du fichier écriture comptable. Donc, ce que je disais quand Tanguy était connecté, c'est que là, encore une fois, on s'est assuré avec nos équipes légales que les données seraient transmises de manière confidentielle, etc. Donc voilà, on a eu cette partie-là. L'envoi du questionnaire salarié, donc finalement, c'est presque ça qui nous a pris un petit peu plus de temps parce qu'on a fait quelques relances pour s'assurer qu'on ait un nombre significatif de réponses. Voilà, donc cette phase vraiment de collecte de données. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je pense qu'en effet, ça a été environ 1 mois entre le départ entre l'onboarding et la fin de la collecte de données, suite à quoi on a eu une réunion en fait, de restitution. Donc là, on nous a expliqué, parce qu'on reçoit un document qui est quand même assez dense, hein, et puis il y a vraiment des postes assez précis de dépenses carbone, donc c'est important de bien comprendre qu'est-ce qui pèse dans notre bilan carbone et quels sont les postes qu'on peut vraiment chercher à améliorer. Donc, on a eu cette réunion de restitution environ 1 mois après, où l'équipe de Samy nous a vraiment expliqué tous les différents postes de ce bilan. Donc là, nous, on est dans la phase suivante. Donc, déjà, premièrement, ce bilan, nous, on va le présenter à toute l'équipe de Welcome to the Jungle en tout début novembre pendant notre réunion semestrielle, en fait, où toute l'entreprise est présente. Donc, on va vraiment le présenter pour expliquer à tout le monde de la même manière que l'équipe de Samy nous l'a présenté. Et la suite de ça, ensuite, c'est une réunion avec l'équipe de Samy où on nous présente en fait, le plan d'action et nous, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite pour continuer à réduire nos émissions, pour mettre en place des actions qui font en sorte que, j'espère, l'an prochain, notre bilan carbone sera plus faible que celui de cette année, ou en tout cas sera ISO avec une croissance de l'entreprise, on va dire. Donc voilà, donc là, on est vraiment dans cette phase où on travaille avec Samy sur les étapes de réduction de nos dépenses carbone, en fait. Et justement, là, on a mis sur la slide le temps que ça prend pour l'entreprise. Est-ce que tu dirais que c'est plutôt juste par rapport à votre cas? Alors évidemment, même si c'était réparti entre plusieurs personnes, j'imagine. Ouais, tout à fait. Non, ça me semble très, très juste. En fait, j'ai trouvé ça vraiment assez rapide. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a renseigné les informations, mais dans notre cas, qui étaient des informations qu'on avait finalement déjà collectées dans le cadre de notre stratégie RSE, mais même si ce n'est pas le cas, en fait, c'est des choses qui peuvent aller assez rapidement. Voilà, encore une fois, côté entreprise, j'ai trouvé ça relativement facile et rapide. En plus, voilà, l'équipe de Samy, je les ai trouvés très réactifs. Donc, en effet, ça me semble, ce qu'on a mis là sur le slide comme temps de travail pour l'entreprise, ça me semble complètement juste, ouais. Top. Et bien justement, pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne, on vous a mis quelques exemples de ce que ça a donné donc chez Xange. Peut-être que Tanguy, tu peux commenter ces quelques slides. Je pense que tu sauras mieux les expliquer que moi. Oui, tout à fait. Donc effectivement, en termes de livrables, l'objectif, c'est d'une part de regarder voilà, quelle est l'empreinte absolue, peut-être la comparer aussi, parce que bon,
comme ça, un chiffre en tonnes de CO2, ça ne dit pas forcément grand-chose. Donc, de pouvoir le comparer à des références comme les retours en avion ou le tour du monde en voiture. Ou, en fait, il y a plein de comparaisons possibles. Ça permet de se situer. Et puis aussi, évidemment, c'est plus intéressant de regarder la décomposition. Sachant que chez Samy, on va toujours s'adapter en fait à l'entreprise pour avoir une décomposition qui soit pertinente. Les 24 postes de la méthodologie officielle bilan carbone, c'est pas forcément toujours pertinent en fonction des entreprises. Quand on est une entreprise de service, en fait, on ne veut pas juste une catégorie achat de service, mais on veut pouvoir décomposer entre numérique, administratif, et puis dans le numérique décomposer aussi. Et donc, c'est ce qu'on fait pour avoir une vision un petit peu claire de son impact, et ce qui permet derrière de prioriser des actions. Et donc, il y a cette partie de décomposition de l'empreinte. Également, il n'y a pas de slide là-dessus, mais sur le benchmark, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour beaucoup d'entreprises, c'est de se situer un petit peu. Est-ce que c'est bien au final? Est-ce que c'est pas bien? Là, le chiffre ne le dit pas. Et donc là-dessus, on a, chez Samy, en tout cas, développé un modèle de benchmark en fait assez poussé qui permet de se comparer par rapport à son secteur d'activité. Donc voilà, si on parle des Xange de fonds d'investissement par exemple, et ensuite de pouvoir aussi se comparer en fait à toutes les entreprises sur le périmètre commun à toute entreprise qui est en fait le bureau et tout ce qui est autour des collaborateurs. Et donc de pouvoir aussi se comparer à tous les clients Samy et à d'autres en termes d'empreinte headquarters, c'est comme ça qu'on l'appelle. Top. Et bien justement, nous, on a hâte, là, on vient de recevoir du coup le bilan et donc on a hâte de commencer à travailler sur notre stratégie de réduction, comme vous êtes en train de le faire du coup, Thomas. Eh bien, merci à tous les deux pour votre retour. Je vais conclure sur du coup le Carbon Footprint Challenge qu'on lance chez Xange. Donc, pour les entreprises de notre portefeuille et d'ailleurs donc qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, c'est un programme d'accompagnement qui dure jusqu'à fin d'année 2021 et qui en fait permettra à toutes les entreprises qui y participent de réaliser son bilan carbone du coup avec Samy avec une remise exclusive donc négociée par Xange et Syparex. Syparex, donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas ou qui font partie de ce fonds qui est en fait la maison mère de Xange. Donc des workshops effectivement pour poser les premières briques de la stratégie ESG, donc pour comprendre justement comment travailler la stratégie d'après et commencer à poser quelques premières actions. Et ensuite, surtout, le fait de pouvoir échanger avec ses pairs si on en a besoin, parce qu'en fait, on s'est aussi rendu compte, alors chez Welcome, vous étiez apparemment plusieurs quand même à le gérer, mais il arrive souvent que dans les entreprises, soit une personne qui endosse finalement ce rôle et qui est un peu seule dans l'entreprise à gérer ça. Donc, l'idée, c'était aussi de pouvoir réduire les courbes d'apprentissage en permettant à tous ceux qui participent de partager entre eux finalement les difficultés potentielles rencontrées ou les interrogations. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez candidater. Alors, on a mis 23 septembre, mais du coup, si vous n'avez pas encore candidaté pour les entreprises extérieures au portefeuille Xange et Syparex, vous pouvez le faire jusqu'à la fin du mois. Idem pour les entreprises donc financées par Xange et Syparex, ce sera ouvert à jusqu'à 5 entreprises extérieures donc qui seront sélectionnées au hasard, donc vraiment comme ça, sur la liste de ceux qui auront postulé. Voilà, et je vous dis un grand merci. Donc, merci beaucoup Thomas d'avoir partagé ton retour d'expérience. Merci beaucoup à Tanguy aussi pour nous avoir éclairé sur toutes les enjeux et aussi les subtilités du bilan carbone. Je ne sais pas si on a quelques questions encore sur lesquelles on peut répondre, mais je n'en vois pas. Donc, je pense qu'on a dû être clair. Voilà, donc n'hésitez pas dans les quelques secondes qui nous restent. Si jamais vous avez une question, c'est le moment. Non, mais ça m'a l'air d'être clair. Bon, eh bien, un grand merci. En tout cas, on reste disponible, moi plus spécifiquement, et j'imagine Tanguy s'il y a des questions sur la partie Samy également. Avec plaisir. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.